Nous, on a fait un travail d'artisan quasiment au départ, hein. On a une belle carrière, on a fait beaucoup de choses et puis on n'a pas à être mécontent de ce qu'on a fait, bien sûr. J'avais une volonté première, c'était un jour d'avoir le plaisir de devenir agriculteur. Et je n'ai pas eu cette chance-là, donc j'ai trouvé au travers du métier des agroéquipements, et plus particulièrement au travers de la coopérative agricole Lorraine, le moyen d'exprimer ce goût pour l'agriculture, la ruralité, cette relation avec les agriculteurs. Fils d'agriculteur, j'ai toujours très honnêtement, très humblement, je vais le dire, regretté de ne pas pouvoir m'associer à cette profession qui m'est chère et qui, dans tous les cas, a été le produit de l'activité de 5 générations avant moi dans notre famille. Au départ, quand on arrive jeune administrateur, au moment-là, surtout que quand on voit qu'il y a beaucoup de cheveux blancs et de crânes dégarnis, on se demande où on arrive. Et puis il y a quand même, il y avait là quand même des gens présents de longue date et il y avait quand même un certain respect à avoir de ces gens qui s'étaient engagés de bonne heure. Faut pas non plus attraper la grosse tête, on s'est trouvé là comme ça par hasard. Pour moi, la coopérative, c'était une reine. La coopération, c'est une religion. Je ne souhaite qu'une chose à nos successeurs, de prendre autant de plaisir que j'ai pu en éprouver pendant toutes ces années-là. Eh bien, on voit la moisson qui datait peut-être de 1925-30, donc avec une lieuse Dering et un tracteur Fordson avec des roues crantées. Alors on voit le grand-père là qui vient d'apporter le casse-croûte au chauffeur et puis le grand-père, la grand-mère à côté qui glanait certainement et puis mon père qui est derrière qui conduit la machine. Ils sont déjà dans la coopération. Ah oui, ils ont toujours été. Hein. Être coopérateur pour nous aujourd'hui, en dehors du fait des relations humaines et de proximité, c'est une grosse relation confiance et gain de temps. Dès la fin de la Grande Guerre, le milieu agricole sent le besoin de se mutualiser pour vendre ses productions et acheter ses engrais. Les premiers syndicats agricoles apparaissent alors en Lorraine, comme partout en France, puis les premières coopératives. La coopérative de blé de Nancy est née, comme beaucoup de coopératives à cette époque-là, pour répondre aux besoins des agriculteurs qui cherchaient un débouché pour l'ensemble de leurs produits, pour le blé. Ce sont Charles Lamy et Georges Geoffroy qui créent la coopérative de blé de Nancy le 26 décembre 1933. À l'époque, on collecte le blé dans les gares et les villages de novembre à février, en sac, parmi 16 points de collecte autour de Nancy. Un des principaux clients de la coopérative, les Grands Moulins Villegrain de Nancy, sera à l'origine de la création du premier silo, bâti à proximité sur un de leurs terrains, afin de favoriser le stockage et l'approvisionnement en blé pour la meunerie. Et la vente du terrain sur lequel le silo de Nancy est implanté, elle a été faite par les Grands Moulins Villegrain pour le franc symbolique. Pendant la Seconde Guerre mondiale, l'activité est très réduite. Mais dès la fin du conflit en 1946, la coopérative de blé se lance dans la production de semences à l'intérieur même du silo de Nancy. C'est le début de la sélection des variétés pour optimiser la productivité des cultures. Les 2 décennies qui suivent voient la collecte des céréales progresser de façon spectaculaire, malgré quelques années atypiques, grâce au développement et à l'implantation des moissonneuses-batteuses. Dans les années 60, il faut investir dans de nouveaux équipements et fournir aux agriculteurs, en plus des semences, tous les moyens nécessaires pour les accompagner dans leur production, notamment en approvisionnement. Pour nous, la vie à la cale démarre en 60, lorsque, à la construction du premier silo ici à Pont-à-Mousson que nous avons derrière nous, premier silo béton. C'est un silo qui a été dirigé par mon père Georges Antoine à cette époque-là, puisque auparavant nous avions une activité de négoce, grains, produits agricoles, produits du sol. En 1965, le négoce sera repris par la coopérative et Georges Antoine prendra la direction du silo de Pont-à-Mousson.
c'est à Pont-à-Mousson que l'on peut visualiser tout le développement de la production agricole en Lorraine depuis les années 60, à travers les agrandissements successifs des installations, en 1974, 1980 et 1986. Il n'y a qu'ici que vous pourrez le trouver, cette évolution nécessaire, vraiment sur le terrain, concrète. Avec ça, on pensait que c'était un monstre en 60, ça, ce truc-là. On pensait qu'on s'est sauvé avec ça. Alors, vous pensez. Quand j'ai été élu administrateur sur le secteur de Saint-Tré, c'est que la première chose qu'on m'a demandé, c'est d'apposer une signature en bas d'une feuille et qui me stipulait que j'étais engagé solidairement. Je cautionnais les prêts que la cale allait faire pour son développement. Je pense que l'engagement solidaire qu'on a signé avec les membres du conseil à l'époque, ça nous liait directement avec la marge de l'entreprise et puis les responsabilités qu'on devait prendre pour que l'entreprise fonctionne. En 1966, la coopérative lance son activité approvisionnement et André Coffion est engagé pour en prendre la responsabilité. Il crée un magasin au cœur de Nancy, place des Vosges. L'année suivante, Jacques Racado est nommé président de la coopérative. En 1968, la coopérative de Nancy et l'Union agricole du Toulois sentent la nécessité d'un rapprochement. L'intérêt est mutuel. Le machinisme, absent à Nancy, est déjà très développé à Toul. Mais une rivalité les oppose. Un jour, alors que nous vivions en bonne compagnie avec la coopérative de Nancy, voilà Nancy qui achète l'affaire Antoine. Une affaire justement aussi de distribution d'engrais, etc., etc. Et l'affaire Antoine était sur Pont-à-Mousson, comme nous, à Toul, nous avions un magasin Pont-à-Mousson. Et la guerre devenait inévitable. Au début, on ne pensait pas à ça du tout. Au contraire, on se regardait présenter un chien de faïence. Jusqu'au jour où il dit il faut que ça arrête. Deux directeurs s'en vont, c'est le moment ou jamais. Dans ma pureté coopérative, si vous voulez, je ne pouvais pas admettre que deux coopératives se battent. Et il fallait faire la fusion. Il y avait un président de trop, il en fallait un qui cale, c'était moi. Après avoir eu des tas de responsabilités nationales, etc., dans des affaires beaucoup plus importantes, c'est de ça que je suis le plus fier aujourd'hui. De son côté, Georges Vueba, président de la coopérative de la Seille, souhaite pallier le départ de son directeur en choisissant d'intégrer une structure plus moderne et mieux adaptée au contexte économique. Le 1er juillet 1969, les trois coopératives fusionnent officiellement. C'est la naissance de la coopérative agricole Lorraine. Jacques Racado est nommé président. André Coffion en prendra la direction. Un tandem emblématique qui développera main dans la main la coopérative agricole Lorraine jusqu'au changement de direction en 1987. Monsieur Coffion, on était interchangeables. C'est-à-dire que ça m'était devenu presque embêtant parce qu'on pouvait parler un pour l'autre. il y a des fois, il y avait des quiproquos, enfin bon, c'était marrant. Ah oui, bon, c'était vraiment un ami. Suite à la fusion, la capacité de stockage de la cale passe de 110 000 à 170 000 quintaux. Ces années voient éclore des formes de regroupement d'exploitation inédits aux fortes valeurs mutualistes, les GAEC. Le GAEC Saint-Sébastien-de-Bas a la particularité d'être le plus vieux GAEC de Meurthe-et-Moselle, puisqu'il date de 1966, dont je suis l'aîné de la deuxième génération. Il y a eu des débuts des relations de confiance fortes. Ils ont décidé comment on pouvait optimiser les exploitations par des échanges de terrain. Et entre mon père et M. Sesma, ça a tout de suite bien fonctionné. Ensuite, ils ont décidé de travailler un peu ensemble, dans des moments de travaux intenses. On parlait, bien sûr, on travaillait en commun, on montait à la ferme, comme on disait, on allait travailler à la ferme. Hein, et bien sûr, il y avait une démarche forte d'engagement coopératif. Moi, je n'ai connu au GAEC que les gens de la coopérative. Entre 1970 et 1980, la collecte de céréales fait un bond de 300 000 à plus d'1 million de quintaux. Il y a eu effectivement un boom de la production et de la mise en marché des céréales qui a obligé la coopérative à construire. Il y avait pratiquement tous les ans un silo en construction. À une époque, on prenait le compas, on ouvrait le compas de 7 km et hop, au milieu du compas, on créait un silo.
On appréciait, parce qu'on avait des petits silos, on mettait ça en sac de 100 kg, on emmenait ça à Ménez-la-Tour. Après ça, il y a eu le silo de Toul. Il y avait enfin quelque chose qui était moderne, rapide. On se faisait plutôt rigoler qu'autre chose. Elle est pas assez vite, la moisson ça dure trop longtemps, on perd trop de temps au silo, il faut attendre pendant des heures. Des pans entiers de territoire entrent en mutation. Les surfaces disponibles sont ensemencées en céréales. Tout le secteur de la Seille était beaucoup élevage à l'époque. Ça a changé de tout au tout quand on a fait beaucoup de céréales, quoi. Il faut engager des projets plus ambitieux pour répondre à la pénurie de stockage et pour optimiser la mise en marché des céréales. La CAL initie la création des silos coopératifs de Frouard sous l'impulsion de M. Olliot, président le LUSCAF, en collaboration avec les coopératives de Champagne et de Bourgogne. La création a eu lieu en 1976. C'était un premier essai. Je pense qu'eux-mêmes ne savaient pas quel allait être le succès postérieur de cette affaire. On avait tout le secteur le long de la Moselle pour trouver l'endroit qui pourrait convenir pour être indépendant. Parce qu'on ne voulait pas aller sur le port de Frouard, avoir son indépendance. Et puis on s'est vite rendu compte qu'une installation pareille, ça ne peut pas se faire dans la nature. Bon, il n'empêche que tous les 2 ans, sauf la première où on a commencé en 79, mais par la suite, tous les 2 ans, nous avons reconstruit un minimum de 20 à 30 000 tonnes. Ce qui prouve bien que le silo de Frouard trouvait sa justification pour l'ensemble des coopératives de la région. Et nous avons construit, là, de mon temps, nous avons décidé la construction en 1998 et inauguré en 2000 du silo de Belleville, un silo de 110 000 tonnes d'un seul tenant, fait de 36 cellules de 3 000 tonnes. Et ça a été la plus grosse construction en France d'un silo d'une seule tranche, si vous voulez, 110 000 tonnes. En 1978, la coopérative de Bayon, elle aussi placée devant l'obligation d'évoluer face à la croissance du marché, tente un rapprochement avec la CAL. Mais l'affaire ne se fera pas encore. C'est vrai que nous n'avions pas tous les atouts dans notre jeu. Nous avions une coopérative qui était tout de même saine et qui ne présentait pas de problèmes financiers, mais qui, à brève échéance, avait besoin de grossir. Et grossir, c'était pour nous, la seule solution était de se regrouper. En 1984, l'usine de semences quitte le silo Villegrain de Nancy pour le site de Dieulouard. C'est la création d'Épilor. Les volumes qu'on était capable de produire à Nancy étaient trop limités, donc on a cherché une solution pour avoir plus de possibilités, plus de moyens, donc des nouveaux équipements. On est allé se renforcer avec l'ORCA pour avoir plus de possibilités, pouvoir produire au minimum 100 000 quintaux. Un gros investissement des hommes. Moi, je me rappelle d'une petite anecdote avec Gérard Husson qui cherchait désespérément comment faire démarrer un élévateur avec quelque chose qui ne démarrait pas parce qu'il y avait l'électronique qui était un peu plus présente que dans l'installation précédente et qui faisait que pendant quelques heures, on a cherché où était le capteur qui permettait à faire démarrer cet élévateur. Bon, aujourd'hui, l'expérience montre que tout a démarré, tout s'est bien passé. Épilor organisera régulièrement des champs d'essai en collaboration avec ses clients principaux comme les grands moulins de Paris pour définir ensemble la qualité des semences à produire. Nous avions à ce moment-là un contact direct avec tous les adhérents de la coopérative. On en profitait pour passer un petit message pour conseiller certaines variétés qui nous intéressaient plus que d'autres. On faisait également une dégustation des pains spéciaux qui sortaient des farines issues du moulin de Nancy. On y a même fait venir la clientèle, les boulangers, pour leur montrer tous les travaux qui étaient faits en amont. 1986 marque une étape importante dans le développement de la CAL, puisque le secteur de Lunéville, jusqu'alors tenu par la COPAC du groupement Ucalor, va s'adjoindre au destin de la coopérative. Non sans quelques difficultés financières et politiques. Cette coopérative a eu quelques difficultés, notamment par une activité de diversification en machinisme agricole qu'il avait quasiment mise à mal. Et il était important de sauver la coopération et de préserver effectivement l'intérêt de ses producteurs. C'est pour ça que la CAL a proposé
à la Copac de fusionner avec elle. On a dit, il y en a qui faisaient d'ailleurs, ils ne voulaient plus entendre parler de quoi que ce soit. Un an après, il y a eu 3-4 dissidents, pas plus. À la suite de cette fusion, Coop Agri 88, qui exerçait son activité sur le secteur des Vosges et qui était adossé à Ucalor, devait vite trouver un moyen de rebondir et se tourner à son tour vers la cale. Le choix, c'était clair, quoi. On disparaissait ou on fusionnait. Donc, profitant de notre expérience de quelques années déjà avec la cale, et puis de la volonté des hommes en place, là je pense en particulier à Jacques Racado et André Coffion, il a été clair que c'était la meilleure solution, et celle sur laquelle on serait arrivé forcément un jour, c'était rapidement une fusion totale pour garder l'outil global. La même année, mais dans des circonstances différentes, la cale étend son secteur vers le sud meusien en rachetant une partie de la Camo, alors en état de liquidation financière. On s'est retrouvé avec des gens qui avaient tout perdu. Ils n'avaient plus de port social, ils n'avaient plus rien du tout, ils n'avaient même pas été payés. Ils n'avaient touché que la moitié de ce qu'on leur devait. C'est comme ça ainsi que la cale, donc, héritait à ce moment-là des silos de voie et de voie. Elle n'a pas hérité, elle a payé pratiquement les silos de voie et de Vaucouleurs. Et donc, ils ont eu une extension pratiquement de leur secteur d'activité sur la Meuse. La fin des années 80, c'est aussi un tournant pour le développement de l'activité machinisme à la cale. Avec la fusion de la Copac, l'arrivée de John Deere à la cale était Massey Ferguson depuis déjà de longues décennies. L'arrivée de John Deere, ça a été un point important. Ensuite, l'année 91, avec l'acquisition de la société Mignon dans les Vosges, là aussi, on prenait un peu plus pied avec la marque John Deere. Et puis en 2003, un choix important fait par le conseil d'administration, sous les conseils effectivement de l'équipe dirigeante de l'époque, de renforcer notre partenariat avec John Deere et de passer à l'exclusivité. Produire encore et toujours plus. Cette dynamique allait pourtant être totalement bouleversée en 1992 avec la mise en place au niveau européen de la politique agricole commune. Les gens vont gagner plus d'argent au bistrot que dans leur champ. C'est-à-dire, c'est une image pour dire, en essayant d'écouter quelles étaient les astuces qui leur permettraient d'obtenir le maximum de primes ou d'obtenir, etc. Et d'oublier, de perdre un petit peu la notion de production et la volonté de produire. Et là, on était plutôt dans un contexte où la démarche de la cale a plutôt consisté à essayer d'accompagner le fait que le prix des matières premières agricoles avait baissé avec la PAC, et donc à faire coller un petit peu les niveaux d'investissement qu'ils devaient pratiquer au niveau de leur exploitation par rapport aux contraintes de la PAC. En 2001, après la reprise de la société de négoce Pilot-Royer, la cale étoffe encore son territoire de plusieurs silos sur le secteur de Vézelise. En 2003, avec ses excès dans tous les sens, est le début d'une volatilité, forcément, puisque nous avons abandonné l'intervention, nous avons abandonné tous les outils de régulation. Nous sommes effectivement dans le marché mondial, et dans le marché mondial avec ces spéculations. Des éléments qui sont beaucoup plus complexes en termes de gestion, en termes d'appréhension, de sensibilité exprimée par les agriculteurs, puisque nos sociétaires, n'ont plus ce prix refuge minimum qui leur permettait de garantir une forme, à minima, de ressources. Il a fallu nous adapter, il nous a fallu aussi trouver des compétences un peu plus fortes pour arriver à gérer dans des marchés aussi volatiles que ceux-là. Ce sera chose faite en 2013 avec la mise en commun de la commercialisation des céréales entre la cale et EMC2 et la création de Céreste. En 2009, la cale étend son domaine d'activité et fusionne avec la CAPVL, coopérative de viande installée à Ville-en-Vermois. J'aurais bien voulu le faire avant, moi, cette fusion, mais je l'ai béni le jour où elle s'est faite. C'est ce qu'il fallait faire. D'ailleurs, il s'agit de paysans, et c'est tous les mêmes paysans, et on a une chose. Et maintenant, on a une unité très forte sur tous les tableaux. Le premier avantage pour les adhérents, c'était de se retrouver avec une entreprise beaucoup plus forte, qui amenait davantage de garanties par rapport, je dirais, à l'aspect un peu bilanciel, sécurité.
Et puis le deuxième aspect, c'est d'avoir un petit peu plus de moyens pour mettre en place du développement de nouvelles productions. Aujourd'hui, la coopérative agricole Lorraine, ce sont 5 métiers interdépendants. Les céréales, l'approvisionnement, le machinisme, l'élevage et la distribution, qui partagent ensemble ces valeurs issues de 80 ans de combat pour l'équité, la solidarité, l'exemplarité, la sécurité et la performance. Et être performant, c'est d'abord être à l'écoute et proposer les meilleures solutions. Plus parler du service qui est associé à cette solution, plus accompagner des agriculteurs autour de leurs projets stratégiques. Mais en tout état de cause, le point commun, c'est de rester de toute manière acteur de cette démarche et de ne pas être simplement approvisionneur, stockeur et délivreur de produits quand les agriculteurs en ont besoin. Si on veut effectivement avoir un peu de prospective, c'est aussi de passer le savoir à ces jeunes qui effectivement des fois connaissent un peu mal ce métier. Et sur ce sujet, à la CAL, on a une politique très importante d'apprentissage. Et là, on essaye de transmettre le savoir, bien sûr, mais aussi les valeurs qui sont fortes à la coopérative agricole Lorraine et qui ont marqué ces 80 ans. Si je leur fais une recommandation, je leur demande de repenser, s'il vous plaît, à ce qui a fait notre idéal passé et de jamais quand même oublier les plus pauvres, d'oublier tous ceux qui sont sur le côté un petit peu de la route et que je crois que c'est le rôle de la coopération de solidariser tout ça. Je dirais que sur ces fondamentaux, la coopérative agricole Lorraine n'a pas ou peu changé. Elle a toujours, jusqu'à présent, privilégié, c'est ce que nous nous efforçons de maintenir dans nos démarches quotidiennes, une perspective importante, un raisonnement à long terme. Alors, il est parfois en opposition avec des raisonnements court-termistes, des opportunités, etc. Mais ça ne permet pas automatiquement de construire en l'avenir. C'est la première fois que la CAL, à travers son logo des 80 ans, parle de choses qui sont fortes. On est aujourd'hui une grande majorité, soit d'adhérents, soit de salariés à les approprier. Et ces convictions-là, elles existent depuis longtemps à la CAL. Alors, elles évoluent avec le temps. Mais il faut que ces convictions restent fortes. Elles ont nourri, elles continueront à nourrir nos performances. Nos convictions nourrissent nos performances. Ça veut dire qu'au fil des années et tout au long de l'histoire, les gens ont cru à ce qu'ils faisaient, ont cru au modèle que représente la coopérative et c'est ce qui a effectivement amené les performances des adhérents, des agriculteurs déjà. L'ensemble de l'équipe de la CAL, le staff de direction, mais également l'ensemble des collaborateurs partagent cette même volonté d'efficacité, d'égalité, d'équité. Ce qu'on développe aujourd'hui montre que les convictions et l'accompagnement est signe de performance, puisque ça réussit, on marque des points, on marque du développement. Ça, c'est une force absolument colossale. Donc c'est pour ça qu'on retrouve en quelque sorte ce que vous me disiez, quoi, leur principe. Oui, nos convictions nourrissent nos performances. Si on réfléchit bien, c'est quand même les valeurs qu'on essaye d'appliquer depuis nos 80 ans. Voilà.